Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence midi tenue en cette semaine menant à la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées le 15 juin prochain. Bienvenue à ceux dans la salle et aux nombreuses personnes qui nous suivent par webinaire des quatre coins de la province. Merci de vous joindre à nous pour la prochaine heure afin d'assister à la présentation donnée par Mme Mélanie Couture et Sarita Israël. Mon nom est Julie Beausoleil, je suis coordonnatrice à la recherche au Centre de recherche d'expertise en gérontologie sociale du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal, le CREGES. Je suis ici en compagnie de Gabrielle Legendre, coordonnatrice au transfert et à la mobilisation des connaissances au CREGES, et Karine Noyon, technicienne en communication. Ce sont elles qui ont organisé et diffusé l'information au sujet de ce midi CREGES. Nous remercions le CLSC, Parc Extension et nos collègues du Centre de recherche Sherpa de nous accueillir ici. Et bien sûr, nous remercions Mélanie Couture et Sarita Israël pour cette présentation. Je ne volerai pas trop de temps de cette courte présentation, mais je dirai simplement quelques mots au sujet de chacune d'entre elles. Mélanie Couture est chercheure d'établissement au CREGES, professeure associée au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. Elle a obtenu son doctorat en sciences cliniques en 2009 à l'Université de Sherbrooke. Elle est très engagée dans la recherche sur un éventail de problématiques touchant au vieillissement, incluant la maltraitance envers les personnes âgées, le partenariat entre les proches aidants, les professionnels de santé et les gérontotechnologies. Elle est aussi responsable scientifique de l'unité d'évaluation des technologies et modes d'intervention, UETMIS, pour le volet gérontologie sociale de notre CIUS Centre-Ouest de l'île. Sarita Israël, pour sa part, est clinicienne de formation. Depuis 1991, elle est membre d'une équipe spécialisée en maltraitance envers les aînés. Elle est coordonnatrice du domaine d'expertise au CREGES dans ce domaine. Elle œuvre depuis de nombreuses années dans ce domaine en lien pratique et recherche. Elle est membre pionnière et coordonnatrice de l'équipe de consultation multisectorielle provinciale. Elle est consultante experte pour les services professionnels. Elle a formé des formateurs du réseau en matière de maltraitance à travers le Québec et je pourrais continuer. A essayé de contribuer à la présentation que vous allez voir aujourd'hui, Mme Mylène Allary, agente de programmation, planification et recherche au CREGES. Mme Allary détient un doctorat en sociologie de l'Université McGill. Elle est stagiaire postdoctorale à l'Institut national de la recherche scientifique, Centre Urbanisation, Culture et Société. Sans plus tarder, je leur laisse la parole et vous indique que nous aurons quelques minutes à la fin pour prendre les questions de la salle et aussi par webinaire en utilisant la fonction Clavardage. Merci, mesdames. Donc, merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes. On ne peut pas voir ça à la maison, mais on sait que vous êtes là, ou dans votre bureau, dépendamment d'où vous travaillez aujourd'hui. Donc, on a vu qu'il y avait un très grand engouement pour la présentation d'aujourd'hui, du fait qu'en partie, c'est que le modèle du continuum de gestion de situation de maltraitance qu'on va vous présenter aujourd'hui est intégré en bonne partie dans la politique cadre qui a été diffusée par le ministère. Aujourd'hui, bon, vous l'avez déjà un peu dans vos politiques, le but est plutôt de présenter l'outil synthèse. Donc, à la base, on a développé ce modèle-là et l'outil synthèse parce qu'il y avait un besoin sur le plan clinique. Il y a eu des demandes sur le fait qu'on essayait de développer une trajectoire, un continuum dans le système de santé pour être en mesure justement de bien gérer les situations de maltraitance et que personne ne tombe dans les trous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné, comme à l'habitude, la recherche et la pratique clinique pour développer un modèle qu'on a transformé en outil synthèse. Il est disponible sur le site du CREGES, l'outil synthèse. Et à ce moment-là, on l'a aussi validé auprès de différentes personnes, dont les coordonnateurs régionaux, différentes organisations. Donc, l'outil qu'on vous présente a été testé dans la pratique également. Donc, le but de cet outil-là est vraiment de faire une réflexion en profondeur, ou bien au niveau CIUS, ou bien au niveau de département, ou bien au niveau d'organisation. Les organismes communautaires peuvent faire le même travail aussi pour pouvoir mieux collaborer aussi avec d'autres instances. Vous allez comprendre un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous expliquer l'outil, puis aussi à l'aide d'un exemple de cas type, on va vous expliquer comment l'utiliser.
Puis, je veux remercier très fortement Mylène Allary. Le modèle ne serait pas là sans elle aussi, même si elle n'est pas là pour présenter aujourd'hui. Fait que ça, c'est super important comme tel. Donc là, je vais donner la parole à Sarita Israël. Ah oui, autre chose importante, c'est que ce processus-là avec l'outil synthèse est important du fait que la politique d'établissement devra être révisée pour mai 2020, qui n'est même pas dans un an techniquement. Ce qui veut dire que ces processus-là, vous devez les entreprendre tout de suite pour être en mesure justement d'avoir fait la révision à temps. Fait que cet outil-là, il va vraiment vous aider aussi à ce niveau-là. Bonjour tout le monde. Je pense que pour ceux de vous qui sont des intervenants, peut-être vous avez déjà réalisé qu'un des plus grands défis de l'intervention avec les personnes en situation de maltraitance, c'est que très souvent, ils ne sont pas des personnes qui volontairement veulent recevoir des services. Des fois, ils vont accepter les services par rapport au soutien à domicile, mais très souvent, ils sont très réticents d'aborder la situation de maltraitance. Ceci dit, tout changement en termes de l'offre de service, tout changement en termes d'intervenants est une opportunité pour eux de fermer la porte et qui veut dire pour nous de perdre contact des personnes qui sont à risque. La complexité aujourd'hui de notre système de santé et services sociaux, c'est qu'avec la fusion des établissements pour créer les CISSUS, l'idée vraiment est de pouvoir avoir une trajectoire de soins et services qui est sous une administration. Mais ils ont regroupé vraiment des institutions qui ont des cultures qui sont très différentes, qui ont des façons de travailler très différentes, qui ont des rôles très différents. Et je vous assure qu'ils ont une compréhension très différente par rapport à quel est leur rôle par rapport à la maltraitance. Or, le besoin d'avoir une compréhension en commun de qu'est-ce qui fait partie de la gestion de la maltraitance et se retrouver dans le rôle dans cette gestion. En 2010, on a eu le premier plan d'action pour contrer la maltraitance. Dans ce plan d'action, il y a eu déjà des démarches assez importantes qui se sont faites. La sensibilisation du grand public, la mise en place d'une charte de recherche, mise en place des coordonnateurs régionaux pour contrer la maltraitance, mise en place d'une ligne spécialisée, la ligne AWNE, et on a formé tous les intervenants. C'est un bon début, mais c'était pas assez. En mai 2017, une nouvelle loi est rentrée en vigueur, la loi 6.3, c'est la loi qui vise à contrer la maltraitance envers les personnes aînées et toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Cette loi, parmi plusieurs obligations, c'est une loi qui rend les établissements imputables par rapport à leur réponse à la maltraitance et que en novembre 2018, tous les établissements étaient supposés d'avoir, on espère qu'ils ont bien des politiques et procédures déjà adoptées par leur conseil d'administration. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour faciliter la tâche aux établissements et pour avoir une compréhension commune de la loi et pour faciliter l'application dans les établissements, a fourni une politique cadre. Nous avons été mandatés pour développer la politique cadre et c'est bien sûr, on a intégré ce modèle pour aider l'application. C'est clair que les intervenants, déjà, ils ont le défi de travailler dans un contexte inter-établissement à l'interne de leur CIUS, mais ils ont aussi à travailler en contexte intersectoriel. Alors, quel est leur besoin? Premièrement, c'est très important qu'ils reconnaissent l'existence de la maltraitance. Deuxièmement, qu'ils comprennent bien quels sont les éléments de la gestion de la maltraitance, d'assumer leur responsabilité, de connaître bien quelle est leur expertise, de la faire connaître, de la respecter et surtout de respecter et connaître l'expertise des autres personnes qui vont être appelées à intervenir avec eux. D'où l'importance de comprendre le système au complet, même si chacun d'entre vous fait peut-être une petite partie à l'intérieur du système. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme objectif? Alors, on va vous expliquer le modèle. Et on aimerait bien sûr promouvoir l'utilisation de cet outil synthèse. Mélanie a regardé ça d'un côté beaucoup plus vaste. On regarde l'outil au niveau de qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Vous allez voir l'outil. Mais moi, je vous propose aussi de l'utiliser quand vous êtes en face d'une situation qui est un peu complexe. Le modèle peut vous aider aussi à voir comment la gérer et qui vous avez besoin pour pouvoir gérer la situation de maltraitance. Donc, je vais vous présenter les morceaux du modèle. Puis ensuite, comme je disais avec Sarita, on va utiliser l'outil avec un cas plus spécifique. Donc, ça s'appelle le modèle du continuum de gestion des situations de maltraitance. On a mis,
maltraitance envers les personnes aînées. Pourquoi on a appelé ça comme ça? C'est parce que présentement, la littérature, les écrits scientifiques, c'est principalement au niveau des personnes aînées. Et on l'a développé en 2016, qu'on a commencé à le développer. Là, on l'a amélioré, mais il reste que la loi, il n'y avait pas la loi dans le temps qui incluait aussi les personnes adultes également. Donc, c'est pour ça qu'on parle de personnes aînées, mais il n'y a pas de modèle pour les adultes de toute façon, donc on utilise celui-là en même temps. Donc, l'idée, là, on est vraiment en mode plus macro, je dirais, pour tout de suite, là, c'est l'organisation des services. Okay? Donc, le but du modèle est d'aider à organiser le système, mais au niveau micro, vous devez savoir où vous êtes dans le système, finalement, pour faire, c'est quoi votre responsabilité par rapport à ce gros modèle-là. Donc, l'important pour l'organisation des soins et services, c'est de comprendre c'est quoi les éléments clés, c'est quoi les actions principales qui doivent être mis en place pour être sûr qu'on s'occupe bien de la personne aînée à travers le processus. D'identifier les domaines d'expertise, parce que dans les écrits, on parle de certaines expertises qui sont nécessaires, et je vais vous dire tout de suite, personne n'a toutes ces expertises-là. Donc, dès le départ, il faut comprendre qu'on doit travailler tout le monde ensemble, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici aussi, l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de comprendre notre département ou notre organisation ou notre équipe, on est où dans le système et qu'est-ce qu'on fait, OK? Mais savoir qu'est-ce que les autres font aussi pour pouvoir le transférer des fois, cette situation-là, à quelqu'un d'autre ou d'aller chercher de l'aide ailleurs. D'où l'idée des partenariats qu'on amène dans ce modèle-là, de dire qu'il faut s'assurer d'avoir des partenariats, des fois qu'un autre département avec d'autres organisations, y compris les organismes communautaires, pour justement qu'on réussisse à couvrir l'ensemble du continuum au complet. Okay? Puis je pense que historiquement, les gens ont tendance à prendre le cas, s'en occuper eux-mêmes, alors que non, vous ne pouvez pas. Okay? Ça, c'est une des choses, je pense, que les gens doivent retenir aujourd'hui. Ça prend beaucoup de monde pour gérer ces cas-là et c'est nécessaire. Puis j'espère qu'à la fin de la présentation, vous allez au moins comprendre un petit peu plus pourquoi justement c'est important. Donc, dans le modèle, il y a 3 grands éléments de base. Okay? Donc, le consentement de l'usager ou de son représentant. Donc, tout le long, il faut avoir en tête de demander le consentement dans le processus parce que là, on est dans une personne qui a déjà perdu beaucoup de pouvoir, qui a besoin de regagner, d'être encouragée au niveau de l'autodétermination. Donc, ça, vous devez l'avoir en arrière de la tête tout le long du processus de gestion. Il y a aussi les éléments clés que je vais vous expliquer et les différents domaines d'expertise requis. Fait que vous comprenez, ce n'est pas un modèle trop compliqué. On a mis à peu près 3 morceaux principaux qu'il faut avoir en tête. Puis même chose, éléments clés et les expertises, on a essayé de faire ça simple, mais ça couvre quand même large. Quand on parle d'un modèle, c'est un modèle conceptuel. L'idée, c'est de simplifier la réalité, OK? Pour justement avoir une vue d'ensemble plus facile à intégrer. Je sais que la vie est plus compliquée que ça, mais ça donne quand même une bonne idée pour s'organiser au niveau des services et des soins. Donc, les éléments clés, c'est des gestes permettant de gérer les situations de maltraitance ou faire cesser ou diminuer. C'est rare qu'on réussisse à faire cesser, mais si au moins on peut diminuer, c'est déjà ça. Et il faut comprendre que le processus de gestion des situations de maltraitance est complémentaire aux autres processus déjà en place par rapport, par exemple, à la perte d'autonomie ou des choses comme ça. OK? Donc, il faut qu'il y ait un processus particulier pour cette section-là qui s'ajoute aux autres. OK? Fait que ça, il faut avoir ça en tête. Oui, vous avez déjà des soins et des services, mais ça, il faut ajouter un autre partie par rapport à ça. Au niveau des partenariats, on parle d'entente formelle entre différents départements et organismes. Donc, c'est pas juste dire, on pourrait peut-être l'envoyer là. C'est d'aller plus loin, c'est dire, on va leur parler pour qu'on détermine quand est-ce qu'on leur envoie des cas, quand est-ce qu'on les implique, quand est-ce qu'eux nous impliquent, etc. Ça peut être écrit, des fois, ça l'aide d'avoir quelque chose d'écrit, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait eu une vraie discussion d'entente avec les autres parties. Pas juste dire, oui, je connais un organisme, mais je ne les ai jamais parlé, je n'ai jamais adressé la parole. Il faut aller plus loin que ça. Procédure formelle. Normalement, une procédure formelle, il y a 2 choses bien importantes. C'est d'identifier une personne responsable, ça peut être plus une position, un poste, là, et description claire des étapes à suivre. Donc, normalement, vous devez avoir ça dans une nouvelle politique pour ceux qui l'ont déjà entériné, pour justement permettre de savoir quoi faire. On est beaucoup axé sur décrire le quoi faire puis par qui. C'est ça qui va faire que ça va bien fonctionner, sinon tout le monde est perdu à un moment donné dans le processus. Donc, on a fait un modèle récapitulatif en une page, ce qui est aidant. Vous pouvez l'imprimer puis le mettre sur sur vos bureaux ou autres. Donc, l'idée de base, comme je disais, il y a les éléments clés. On a mis le consentement ici. Je ne sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. OK. Donc, on a mis le consentement à gauche. Ça fait à gauche, oui. À gauche.
Et vous avez les éléments clés. Fait que je vais commencer, et les domaines d'expertise. Fait que je vais commencer rapidement, juste les nommer, mais on va y aller plus en détail par la suite. OK? Donc, au niveau des éléments clés, on a premièrement l'identification de la situation de maltraitance. Pour que le processus de gestion commence, on doit l'identifier. Par la suite, pour les 4 autres, il n'y a pas d'ordre précis. Des fois, c'est en même temps, des fois, une vient avant l'autre parce que c'est une situation d'urgence. Donc, c'est vous qui choisissez où ça va, c'est quoi le plus approprié dans cette section-là. Donc, un des éléments clés, c'est la déclaration de situation de maltraitance qui inclut le signalement obligatoire qui est maintenant dans la loi. On va en reparler un peu plus en détail tout à l'heure avec l'exemple. Vérification des faits entourant la situation de maltraitance, ça revient à l'enquête. OK? Donc, dire oui ou non, est-ce qu'il y en a? Parce qu'on l'identifie, c'est qu'on a un bon feeling ou un mauvais feeling qu'il se passe quelque chose. Vérification des faits, on va beaucoup plus loin dans la documentation. Je vais en reparler par la suite. Il y a l'évaluation des besoins et des capacités de la personne maltraitée. Et il y a l'action et suivi concernant la situation de maltraitance. On met l'emphase sur suivi parce que des fois, on fait un plan d'intervention, mais on n'écrit pas quand est-ce qu'il est retourné ou quand revenir pour voir ce qui se passe. Pourquoi on a décidé de faire ressortir ces éléments-là? C'est que souvent, dans les situations de maltraitance, on oublie un des éléments. Où il y a quelqu'un qui oublie, c'est qu'il n'y a personne d'assigné à un des éléments. OK? Donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a un modèle, c'est de dire au moins est-ce qu'on a tout fait ce qu'on était supposé de faire. Des fois, c'est la vérification des faits, des fois, c'est l'évaluation des besoins qui est escamotée. Mais c'est juste de se rappeler que tous ces éléments-là doivent être faits pour que la gestion soit bien faite. Au niveau des domaines d'expertise, comprenez qu'en CIUS, on a l'expertise médicale fonctionnelle, psychosociale, mais on a besoin de financiers et juridiques aussi dans les situations de maltraitance, et c'est là qui est souvent problématique. On a un petit peu de juridique à l'interne, là, mais ceux-là sont souvent présents et nécessaires. Et c'est là que souvent les partenariats doivent être développés pour qu'on soit en mesure de vraiment avoir toutes les expertises nécessaires pour la gestion des situations de maltraitance. Donc, si on va un petit peu plus en détail au niveau des éléments clés, donc l'identification, c'est vraiment plus loin que juste dire j'ai un feeling. Okay? On va quand même documenter, analyser principalement les indices, les indicateurs, okay? Les facteurs de risque. Ça peut être par le jugement clinique ou par des outils. Il y a certains outils qui nous aident des fois à détecter les facteurs de risque, aussi les indices, les indicateurs, etc. Donc ici, il y a quand même, c'est pas juste comme je disais un feeling, on va plus loin que ça, on commence à ramasser l'information. Je dis, bien dit, on commence pour dire, oui, j'ai un bon doute, il y a probablement quelque chose qui se passe ici. Il y a la déclaration. Okay? Comme je dis, identification toujours en premier, mais les autres, il n'y a pas d'ordre en particulier. Donc, au niveau de la déclaration, c'est de transmettre verbalement, okay, ou par écrit les informations concernant une situation présumée ou confirmée de maltraitance aux personnes désignées. Donc, normalement, dans la procédure de votre établissement, vous êtes supposé d'avoir, pour le signalement obligatoire, Sarita va en reparler tout à l'heure, mais il y a déjà un processus de prévu par la loi. Par contre, pour déclaration, c'est normalement votre établissement qui doit l'inscrire à ce niveau-là. Donc là, on va un petit peu plus loin. Là, l'information qu'on a eue en faisant l'identification, qui est somme toute sommaire, on le transmet verbalement ou par écrit à quelqu'un d'autre. Là, c'est là le processus de gestion, c'est ça, c'est de la référence. Des fois, c'est du transfert à d'autres personnes. Il y a toujours plus qu'une personne impliquée. Donc ici, on en parle à quelqu'un d'autre, finalement. OK? Pour dire où il se passe quelque chose et on va plus loin par la suite. Vérification des faits, là, c'est vraiment, comme je disais, ça ressemble plus à une enquête. Questionner les personnes impliquées, recueillir des documents, indices et indicateurs. Et là, le but n'est pas d'avoir, j'ai-tu assez d'informations pour peut-être aller plus loin. Là, c'est vraiment pour déterminer si oui ou non il y a de la maltraitance. Souvent, cette étape-là est escamotée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on reste dans un flou. Tu sais, on ne dit pas qu'il y a de la maltraitance, mais on gère la maltraitance. Mais à un moment donné aussi, c'est que des fois, il n'y a pas de conséquences où on ne peut pas s'occuper comme il faut de la personne maltraitante du fait qu'on n'a pas dit officiellement qu'il y en avait et qu'il faut, par exemple, des fois, ça peut être criminel, ça peut être... Donc, on reste dans un flou sinon. Et oui, la police est une type de personne qui est quand même spécialisée en enquête, mais il y a des équipes à l'interne qui peuvent le faire, on va en reparler aussi plus tard. Évaluation des besoins et des capacités. Donc, c'est tous les plans que je vais nommer qu'il faut faire. Donc, médical, fonctionnel, psychosocial, il faut vraiment aller dans tous ces éléments-là. Les capacités à gérer les biens ou sa propre personne. Est-ce qu'elle a des besoins de représentation, de protection juridique aussi? Vous voyez que l'expertise juridique arrive ici, là. Fait qu'il faut aller plus loin.
Et tout ça est fait en interdisciplinaire. La vérification des faits aussi est habituellement faite plus en interdisciplinaire ou intersectoriel, ici aussi encore une fois. Donc, il faut aller plus loin. Il faut toujours penser en termes d'expertise, que le côté juridique et financier qu'on oublie des fois a été fait également. Parce que sinon, on garde notre expertise. Donc, on s'attend à ce qu'on est capable de faire, mais on ne va pas plus loin. Donc là, il faut aller plus loin. Action et suivi, donc c'est vraiment toute la planification, le déploiement d'actions pour justement essayer de régler la situation le plus possible. Encore une fois, il faut penser aux aspects médicaux, fonctionnels, psychosociaux, financiers, juridiques. OK? Parce que souvent, la maltraitance financière, elle apparaît ou est déjà là. Fait qu'il ne faut pas l'oublier. Puis le juridique, bon, ben, est-ce qu'elle a besoin de protection encore une fois? Et aussi, est-ce que peut-être c'est criminel? OK? Nous autres, on ne peut pas juger que c'est criminel. Il faut impliquer quelqu'un qui va être capable de dire si ça l'est ou pas. Puis des fois, il y a une part d'aller un petit peu plus loin puis d'impliquer à ce niveau-là, mais des fois, ça peut être nécessaire également. Pour ce qui est des domaines d'expertise, je vais le faire rapidement, c'est juste faire réaliser pourquoi c'est important, parce que chacun a vraiment des compétences très différentes. Donc, au niveau du médical fonctionnel, c'est vraiment santé physique, incapacité, processus d'handicap. C'est là que ça se situe, cette expertise-là. Et c'est là aussi qu'il y a une évaluation d'inaptitude et de protection, parce que pour la protection, l'inaptitude, il y a le côté psychosocial, il y a le côté juridique qui doit interagir ensemble pour en venir à quelque chose. Psychosocial, ça, c'est vraiment des compétences par rapport aux dynamiques interpersonnelles, gestion des émotions qui sont là-dedans. Vous voyez que le psychosocial a une force, c'est-à-dire souvent, ils vont coordonner tous les éléments qui se passent au niveau pour contrer les situations de maltraitance. Ici, il ne faut pas oublier que le psychosocial a une force, c'est-à-dire souvent, ils vont coordonner tous les éléments qui se passent dans le processus. Ils peuvent faire de la consultation, de la concertation, donc de gérer les équipes et d'animer finalement les rencontres interculturelles aussi. Je pense que même s'il y a au niveau de gestionnaire de cas, il y a plusieurs personnes qui peuvent être assignées, pas seulement les travailleurs sociaux, mais on se rappelle que la maltraitance, c'est relationnel. Oui. Alors l'expertise est psychosociale, et si elle est manquante, c'est un grand problème. Parce que oui, tout le monde peut faire une évaluation comme telle. D'ailleurs, un des grands défis quand on travaille en interdisciplinarité, c'est on sait un peu de ce que tout le monde fait. Des fois, on pense qu'on sait beaucoup. Oui. Et des fois, on pense qu'on sait trop. Alors, je pense qu'il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut consulter. À la longue de faire des choses, on pense qu'on sait la réponse et on oublie de demander. Et on serait surprise que des fois, peut-être, il y a des nouvelles façons de faire, etc. Mais le point le plus important au niveau psychosocial, c'est un problème relationnel. Alors, il a toujours intérêt d'être là dans toute discussion. Financier. Alors là, cette expertise-là, on parle d'une expertise en lien avec les procédures administratives et les lois entourant la gestion des finances. Comme on parlait tantôt, on ne peut pas tout savoir, puis c'est un gros monde très différent que de ceux des CIUS à ce niveau-là. Au niveau du juridique, on a toutes les procédures administratives et les lois qui ne sont pas les mêmes que dans le financier, entourant la protection des personnes vulnérables et aussi la gestion des situations potentiellement criminelles. OK? C'est à eux de juger si criminellement il y a quelque chose à faire ici. Okay? Souvent, on ne veut pas prendre cette route-là, mais il faut tenir compte des dernières années, les policiers, les différentes personnes sont de plus en plus formés aussi par rapport aux situations de maltraitance. Non, le criminel n'est pas toujours une option à faire, mais c'est quand même quelque chose à explorer à ce niveau-là. Ici, il ne faut pas oublier aussi qu'ils font, c'est ça, la consultation et représentation légale aussi. Donc, c'est des procédures légales, ils vont aussi soutenir les personnes, certaines organisations par rapport à ce processus-là également. Puis c'est toute l'application des lois des civiles ou criminelles aussi qui sont importantes à mettre en place. Donc, je vais vous expliquer un peu comment utiliser l'outil synthèse qu'on a développé à partir de ce modèle-là. Vous allez voir, tout revient. C'est juste la façon visuelle qu'on l'a mis pour aider les gens à développer justement une réflexion plus approfondie. Puis comme j'ai dit, vous-même, vous pouvez commencer à le faire tout seul, voir qu'est-ce que vous savez et ensuite aller chercher l'information auprès de vos supérieurs par rapport, ben là, ça, c'est pas clair pour moi, ça, je sais pas c'est qui je suis posée d'aller voir. Fait que ça peut aussi vous aider à vous-même être mieux équipé pour faire face à ces situations-là. Donc, vous allez voir ces 4 étapes, la façon de faire de ce modèle-là. La première étape, c'est d'identifier quels sont les domaines d'expertise couverts, finalement, par votre département vous-même ou le CIUS au complet, à l'aide de couleurs. Fait que vous pouvez voir dans le coin à droite, c'est des PowerPoint, hein. Fait que vous mettez le rouge quand c'est pas couvert du tout, jaune quand c'est partiellement couvert et vert quand c'est couvert.
Si vous avez de la misère avec PowerPoint, vous pouvez le faire imprimer, prendre des crayons. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser comme ça aussi. Et aussi d'indiquer les partenariats mis en place pour combler le manque d'expertise. OK? Ensuite, la deuxième étape, ça va être vraiment par rapport aux éléments clés. Donc, pour chacun des éléments clés, on va regarder est-ce qu'il y a des procédures ou des partenariats mis en place, à quel point c'est couvert ou non. Donc, si vous le couvrez au complet, vous n'êtes pas obligé nécessairement de développer des partenariats. Par contre, il est supposé avoir des procédures. OK? Tu sais, procédure, c'est pas nécessairement, comme je vous dis, quelque chose d'écrit, d'hyper complexe. C'est juste de dire, tu vas parler à Ginette. C'est ça, ça peut être ça la procédure. C'est juste tout le monde sait, on s'en va parler à Ginette. C'est tout. OK? Mais il faut que les gens le sachent, c'est quoi. Excusez. Puis le 3, c'est lacunes. Donc, c'est vraiment de résumer c'est où les trous. Fait, finalement, c'est quoi les parties rouges et jaunes qu'il va falloir travailler dessus. Et la dernière étape, c'est vraiment dire qu'est-ce qu'on va faire pour travailler sur ces actions-là. Donc, de dire, ben, on va aller voir le directeur pour voir si on a des partenariats, parce que nous autres, on ne le sait pas. Donc, c'est juste de mettre un petit plan d'action, pas compliqué, juste quelques points pour faire avancer les choses, pour pas rester non plus sans réponse comme telle. Donc, Sarita, à ce moment-là, va parler d'un cas assez typique, pour ensuite l'appliquer aux différentes étapes. Donc, il faut le faire sans cas ou avec cas, mais des fois, c'est intéressant de prendre un cas pour voir qu'est-ce qu'on ferait avec dans chacun des éléments clés pour voir finalement est-ce qu'on a toutes les expertises et les partenariats en place. Alors, on va parler de Madame Leclerc. Madame Leclerc, 84 ans, elle est veuve depuis 10 ans. Depuis ce temps-là, elle habite avec sa fille unique. Elle a une démence, incluant orientation partielle à la personne, au temps et à l'espace. Elle se déplace avec une marchette. À de l'arthrite de l'ostéoporose. Elle a été hospitalisée pour une déshydratation sévère, anémie et mauvaise hygiène. Suite à son hospitalisation, elle a été référée au CLSC Sapin. La fille de Madame Leclerc, 56 ans, Jeanne, divorcée, elle a un enfant mais n'est pas impliquée. Elle se dit ancienne infirmière qui a pris sa retraite pour s'occuper de sa mère. Elle a des problèmes de comportement non diagnostiqués, dont des sauts d'humeur, méfiance, agressivité verbale, elle fait du chantage, des menaces. Il y a des soupçons d'agression physique, il y a des voisins qui ont rapporté au CDC, à plusieurs reprises, il y a des bruits d'objets qui frappent le mur, ils l'entendent crier, etc. Il y a un contrôle excessif dans les AVQ et AVD de sa mère. Ça vous rappelle de quelqu'un, des cas que vous avez? Voilà. État de situation. Alors, les services pour aider au bain et la visite infirmière ont été acceptés au niveau initial. Bien sûr, la fille, elle émet des reproches envers les intervenants assignés, elle demande des changements dans le personnel, elle refuse des fois l'accès aux intervenants qui témoignent de la maltraitance. Il voit qu'il y a des aspects psychologiques, la négligence physique, lui demande d'avoir des choses, ils ne sont pas là. La violation des droits. Madame n'est pas toujours impliquée dans les décisions qui lui concernent. Il y a un soupçon, bien sûr, de maltraitance physique et financière. Alors, les intervenants se préoccupent vraiment pour le bien-être de sa sécurité et aussi le fait qu'ils n'ont pas toujours accès à madame et entendent qu'est-ce que la madame, elle veut. Alors, ça, c'est un cas pas mal typique qu'on a dans les CDC. Alors, les domaines d'expertise, comme on a dit, nous, on a le médical fonctionnel, le psychosocial, le juridique au niveau des requêtes de soins, requêtes d'évaluation. Je pense qu'il y a une reconnaissance que dans certaines situations, on a besoin du financier et du juridique, et dans la loi 6.3, il y a une entente cadre national qui a été fait pour répondre à certaines situations. Alors, cette entente cadre qui a été signée en mai 2018, elle a été signée entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le directeur des poursuites criminelles et pénales, l'autorité des marchés financiers, la commission des droits de la personne, le curateur public, ainsi que dépendamment de la région, d'autres acteurs qui pourraient porter à contribution. L'entente s'applique, par exemple, juste à certaines situations, des situations où un intervenant croit qu'une personne est victime de maltraitance qui pourrait constituer un crime, quelque chose de criminel ou pénal, et qu'il y a besoin d'une concertation assez importante, que ce soit pour consulter ou pour intervenir, mais dans une région que les mêmes acteurs qui font la consultation sont des acteurs qui vont être impliqués dans l'intervention. Donc, il y a un comme partenariat formel qui a été créé avec toutes ces expertises-là pour faciliter, dans certains cas, cette consultation. Alors, chaque organisation a une personne qui est représentante pour l'entente. Je pense que c'est important que chacun de vous le sache. Je pense que dans les procédures, ça va être nommé qui est cette personne-là. Aussi, dans vos politiques, vous allez trouver les procédures concernant le procédure d'intervention concertée. D'accord, on continue.
l'identification. Alors, dans cette situation-ci, on a eu l'identification dans un premier temps a été faite par l'hôpital. Et bien sûr, il y a une procédure formelle au niveau de la référence entre un hôpital et le CLSC. Le CLSC continue à faire l'identification parce qu'il commence à confirmer en effet s'il y a des aspects, des indices ou d'autres indicateurs. Ils auraient pu aussi avoir aussi, par exemple, les voisins auraient appelé la police. Peut-être la police aussi aurait été un partenaire au niveau de l'identification. Continue. Non, il y a des... Ouais, c'est ça. OK. Alors maintenant, on a identifié. Hein? Maintenant, il faut faire quelque chose. Et là encore, la loi 6.3 a identifié certaines conditions et certains contextes où il y a l'obligation de signaler. Et comme elle a dit Mélanie, quand c'est une obligation à quelque chose, une procédure est formelle, c'est très spécifique comment on s'y prend. Alors premièrement, les conditions du signalement obligatoire. Je vous lis. Tout prestataire de service et tout professionnel au sens du Code des professions qui a un motif raisonnable de croire qu'une personne est victime d'un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action approprié qui porte atteinte de façon sérieuse à son intégrité physique ou psychologique doit signaler sans délai ces cas. Il y a deux contextes. Le premier, c'est le contexte des personnes qui sont dans le centre d'hébergement de longue durée. Et le deuxième, c'est les personnes qui sont sous un régime de protection, que ce soit tutelle, curatelle, mandat homologué. Et maintenant, les procédures sont formelles. Si la personne est connue de la santé et des services sociaux, le signalement se fait au commissaire aux plaintes, okay, à la qualité. Si la personne n'est pas connue du CIUS, là, il faut faire le signalement à la police. Alors, si on regarde au cas de Madame Leclerc n'est pas sous un régime de protection. Madame Leclerc, elle n'est pas en centre d'hébergement de longue durée. Là, vous allez devoir suivre les procédures de déclaration qui ont été établies par votre établissement. Ça vous va? OK. Maintenant, on va parler de la vérification des faits. OK, la vérification des faits, c'est clair qu'au niveau des aspects médico-psychosociaux, on est très bien placé pour le faire. Et la vérification, dépendamment de quel est le type de maltraitance qui est soupçonné, doit être fait par les personnes qui ont l'expertise. Si c'est concernant un crime, ça doit être la police. Hein? Si c'est concernant le bien-être de la personne physique, psychologique, c'est nous. Alors l'idée, c'est de bien cerner qui est le mieux placé pour vérifier les faits. Au niveau financier, les banques ont des systèmes de vérification et ils ont leurs propres enquêtes à l'interne, donc leurs équipes d'enquête. Fait qu'à un moment donné, si, par exemple, il y a de la maltraitance financière, c'est eux qui vont faire l'enquête à ce niveau-là. On se rappelle que dans Madame Leclerc, OK, c'est une fille qui, des fois, elle nous laisse rentrer, des fois, elle ne nous laisse pas rentrer. Et là, ça peut être intéressant. Hein. Si Madame, tout à coup, elle refuse qu'on rentre, on peut plus vérifier ce qui se passe dans la situation. C'est là, peut-être, vous savez, on a des conditions que, possiblement, il y a comment ça s'appelle? Ça pourrait être... un risque sérieux, numéro 1. Et aussi le fait que ça peut être un crime au niveau du code criminel ou pénal. Et c'est là que peut-être on va se retourner vers notre personne qui est représentante du processus d'intervention concertée et peut-être on va rentrer en consultation ou en intervention pour assurer qu'on puisse rentrer et vérifier. Après ça, si madame refuse ou non, c'est une autre chose, mais au moins on a cette option aujourd'hui que si on pense qu'il y a un risque sérieux, on peut toujours se tourner vers le processus d'intervention concertée pour avoir l'aide au niveau juridique. L'évaluation des besoins et des capacités, encore, c'est les mêmes enjeux. C'est la volonté des personnes pour être engagées. Et là, il faut aussi penser à quelque chose d'autre. Si on a la volonté, par exemple, si la fille accepte de l'aide pour elle-même, hein, et madame accepte des services de l'extérieur, on avait un centre de jour, etc. Là, il faut faire attention du consentement de tout le monde, au niveau de pouvoir partager de l'information. Mais on veut avoir des plans d'action des plans d'intervention qui sont détaillés, avec des dates très claires de réévaluation, dépendamment de qu'est-ce qu'on a mis en place. Et je dois vous dire, ça, c'est un des aspects des fois qu'on oublie, c'est de retourner vérifier, ok, pour être sûr qui va faire quoi. Le plus qu'il y a d'acteurs, le plus qu'il faut être clair qui fait quoi. Sinon, ça porte à confusion. Non seulement pour les acteurs, mais aussi pour la clientèle. Puis au niveau de l'évaluation des besoins de la personne maltraitée, pourquoi qu'on le nomme comme ça? C'est pour vraiment faire une évaluation approfondie. Et comme je disais tout à l'heure,
c'est important d'aller voir le côté financier. Quand il y a d'autres types de maltraitance, vous n'êtes pas en position nécessairement de juger qu'il y en a. Il faut aller chercher de l'aide pour aller vérifier cet aspect-là et l'aspect juridique également. Et normalement, il devrait y avoir des procédures d'évaluation. On vous parlait aussi que c'est comme un processus complémentaire au processus habituel. Bien, c'est quoi dans l'école maltraitance les évaluations à faire, peut-être de plus que quand c'est juste un problème d'autonomie? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, des évaluations à faire supplémentaires que quand ce serait juste pour des nouveaux services au niveau de SAPA? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans ces cas-là? Qu'est-ce qui est important de faire de façon approfondie? Comme Sarita disait, l'action est suivie, super important, et de planifier quand est-ce qu'on retourne, qu'on revérifie, parce que souvent on fait un plan, on laisse aller. Puis aussi, on parlait de coordination tantôt. Tu sais, à un moment donné, on parlait que le psychosocial, des fois, il est mieux placé au gestionnaire de cas pour essayer d'avoir un overview, donc une vue d'ensemble de tout le processus qui est en place avec tous les acteurs. Fait il y a un besoin de gestion de ce processus-là. Donc, peut-être c'est votre supérieur qui va le faire, mais il faut que quelqu'un, à quelque part, soit responsable de vérifier les suivis par rapport au processus au complet également dans ce... Donc, on l'a envoyé au commissaire aux plaintes et il nous a-tu répondu? C'est quoi le plan d'action? Bon, elle a vu la police, qu'est-ce qui s'est passé après? OK? Fait qu'il faut aussi penser à ça en termes de gestion. Il y a aussi le fait que, quand il y a une crise, tout le monde est mobilisé. Et c'est facile de les mobiliser. Une fois que la crise est passée, c'est beaucoup plus difficile. On se rappelle que aussi long que les personnes qui sont dans la situation de maltraitance continuent à vivre ensemble, le risque, il est là. Qui veut dire que avoir une présence, avoir un suivi est très important, parce que c'est ça le problème des fois, tout est beau et après, de plus en plus, on laisse plus de temps avant qu'on retourne là-dedans. Et c'est là qu'il peut y avoir des aspects, mais chaque cas est différent, mais il faut évaluer le risque qu'il y ait des escalades et mettre des réévaluations et de l'implication de manière que ça répond aux besoins dans cette situation-là. Parce que des fois, ils n'iront pas vous chercher si ça commence à aller moins bien non plus. Vous ne va pas attendre une autre crise. Oups, commence à chicaner un peu plus, c'est peut-être temps de revenir là, à ce moment-là. Donc, maintenant, on est rendu à l'étape 3, vous avez vu, là, on a fait les expertises, après ça, on fait chacun. Vous pouvez prendre un cas, mais comme je dis, c'est d'aller vérifier un petit peu pour chacun, pour un cas, est-ce que c'est quoi qu'on est supposé faire, c'est quoi les procédures qu'on va chercher, sont où ces procédures-là pour vous pratiquer un peu. Bon, rendu à cette étape-là, c'est vraiment d'écrire sur papier c'est quoi qui est couvert, c'est quoi qui n'est pas couvert. On a entendu dire que par le processus d'intervention concertée, le PIC, qu'on appelle souvent, donc avec le PIC, ce qui se passe, on dit, OK, dans ces cas-là, on est couvert par le PIC, mais dans les cas pour lesquels on n'est pas couvert par le PIC, qu'est-ce qu'on fait? OK? Fait que là, on serait partiellement couvert, par exemple. OK? Fait qu'il faut y aller comme ça. Et les éléments clés aussi couverts ou non couverts, ou je dirais clairs ou pas clairs. OK? Donc, vous dites, OK, déclaration, OK, je sais quand c'est signalement obligatoire, il faut que j'aille commissaire aux plaintes, police, ça c'est clair dans ma tête. Mais là, quand c'est déclaration, c'est pas obligatoire, qu'est-ce que je fais? OK? Qu'est-ce que l'établissement choisit? Allez voir dans la politique, mais si c'est pas clair dans la politique, il faut le dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un processus de révision de la politique qui doit être fait pour mai 2020. Donc, c'est le temps de commencer à voir qu'est-ce qui marche pas, parce que cette révision-là est comme 2 ans après l'acceptation de la première, mais la prochaine va être seulement dans 5 ans. Donc, tout le monde est responsable de ramener les problèmes jusqu'à un certain point ou les clarifications nécessaires pour que ça soit corrigé dans la prochaine politique, si possible. OK? Oui, qu'est-ce que c'est? On se rappelle que les éléments clés, ça marche aussi long que les personnes ont les connaissances et le confort de faire l'identification, de faire la vérification, de faire les évaluations et de faire les suivis. Alors, partie de cette évaluation, c'est est-ce qu'on a des forces dans l'équipe, des gens que peut-être, des fois, il y a une équipe tu as une équipe qui fait juste ça, des évaluations au niveau de cas de maltraitance, ils commencent à être à l'aise. Il faut déjà vérifier quelles sont les forces et quelles sont peut-être les choses à améliorer au niveau des capacités des équipes, parce que oui, tout le monde, supposément, c'est exactement quoi faire, mais certainement certaines personnes qui le font mieux ou qui sont plus confortables à le faire. Il faut respecter ça, il faut aller chercher les forces dans les équipes et faire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les connaissances, particulièrement pour faire l'identification, parce que si on ne fait pas ça, on n'a rien d'autre à faire après.
Puis moi, ce que j'allais ajouter, c'est qu'on était mandaté pour, pendant l'automne et une partie du printemps, nous, on va aller faire une évaluation de la mise en œuvre de la politique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va questionner les différents CIUS, les intervenants parlant aussi, comme on a fait pour développer la politique, on avait fait à travers le Québec. Donc, justement, pour relever c'est quoi les éléments manquants, aussi les bons coups, ceux qui ont trouvé des solutions intéressantes à certains problèmes, pour justement les proposer au niveau du Québec au complet pour la révision de la politique. Donc, on veut les bons coups et les moins bons coups en même temps. Et cet exercice-là peut vous aider aussi à réfléchir. Mais comme je dis, le but, c'est que tout le monde soit capable d'agir et de travailler ensemble également. Ensuite, bon, ben, comme je dis, c'est vraiment de faire un petit plan. Là. Vous voyez, je n'ai pas laissé beaucoup d'espace dans les PowerPoint. L'idée, c'est de faire des petites notes. Puis après ça, d'aller voir vos supérieurs ou que les supérieurs participent, etc., pour que les gens puissent s'organiser. Ben, il nous manque ça, ça, ça. Puis peut-être que vous n'êtes pas les seuls qui ont trouvé le même problème. Vous allez pouvoir concerter pour que l'établissement aussi réponde à ces questions-là. Parce que c'est beau la loi, c'est beau déclarer, mais si on déclare puis il ne se passe rien ou rien n'est organisé pour la suite, ben ça ne fonctionnera pas. Puis en même temps, ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait justement un inconfort d'être pris avec des situations dénoncées, mais on ne sait pas quoi faire avec. OK? Donc, l'idée, c'est de le faire comme il faut, mais comme je dis, il faut une structure. C'est ça qu'on parlait du modèle tantôt, c'est pour aider à structurer le macro pour que tout le monde soit bien là-dedans et puisse fonctionner par la suite. Alors, je vais juste faire un point qui est très, très important. Connaissez-vous les ressources dans votre région qui pourraient vous aider? J'ai l'impression que pas tout le monde est au courant. Je pense que c'est un exercice qui est très important à faire. Et savez-vous que le coordonnateur régional connaît les ressources et connaît les acteurs qui sont impliqués? Et le connaissez-vous? Et à quel niveau est-ce qu'il est peut-être impliqué au niveau de soutenir et de bien comprendre qu'est-ce qui est disponible pour aider à trouver les bons partenaires, renforcer ces partenariats? Ils sont impliqués dans le processus d'intervention concertée. C'est eux qui ont facilité l'implantation dans les régions. Mais ils connaissent aussi des autres ressources qui sont importantes, même quand ce n'est pas une situation de processus d'intervention concertée. Donc, c'est vraiment d'utiliser les ressources qui sont là, puis de faire les partenariats avec ces ressources-là. Donc, c'est pas juste les connaître, hein, c'est d'aller justement faire des ententes, puis de jaser avec eux autres pour s'entendre sur comment on va fonctionner aussi. Donc, globalement, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'était de vous faire comprendre le modèle. Donc, il y a deux choses à se rappeler. OK? Donc, au niveau macro, ce qu'on a besoin pour bien gérer les situations de maltraitance, c'est une structure pour tous les éléments clés, finalement, puis toutes les expertises soient là, puis des procédures claires. Donc, une personne responsable, une idée, et des étapes à suivre. OK? Le plus simple possible, s'il vous plaît. C'est ça qui fait que ça fonctionne habituellement. Au niveau micro, à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est quoi? OK? Et c'est quoi mes compétences? Comme je vous dis, oui, vous apprenez en travaillant avec les autres, mais vous n'aurez jamais toutes les connaissances des lois en financier ou les connaissances des lois, et tout le côté juridique non plus. Mais tant mieux si vous connaissez beaucoup de choses, c'est que vous allez mieux collaborer ensemble et vous comprendre. Fait que ça, déjà, ça va aider ça. Mais il ne faut pas garder ça pour soi. C'est très lourd de gérer une situation de maltraitance tout seul et vous n'êtes pas supposé. Fait que gênez-vous pas d'aller voir les autres, vous n'êtes pas supposé de le faire tout seul. Puis, l'outil synthèse, comme je dis, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez le faire avec d'autres, mais commencez, juste le faire, ça va vous aider à voir vous, c'est quoi votre rôle, puis peut-être de trouver qui d'autre je peux aller voir, ça peut être d'autres personnes dans votre équipe également, OK? Puis, ultimement, le but est vraiment de passer à l'action. On est rendu là. On a été sensibilisés à la voir, la maltraitance, qu'on ne voyait plus ou moins avant. Tout le monde le sait qu'elle est là. C'est reconnu par les gestionnaires, c'est reconnu par le ministère. Donc, okay, là, c'est clair, il y en a. Fait que ça, on a fait cette étape-là. Là, on est vraiment à passer à l'action. On la voit, mais là, on agit. Donc, c'est vraiment de savoir qui fait quoi, OK? Puis c'est quoi votre rôle à l'intérieur de ça. Puis vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul non plus. Donc, merci beaucoup. On va pouvoir prendre les questions à ce moment-là dans la salle et ou sur le web. Est-ce qu'il y en a sur le web? Il y a combien de personnes? 105 personnes sur le web. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va vous parler après tout ça. C'est plus précis. OK, trop pointu pour être fait devant tout le monde. Oui, ça touche la commissaire, c'est OK, oui. Vous êtes sûr? Oui? Oui. OK, c'est bon. Oui, il y a une question là-bas. Je me demandais en fait, parce que bon, on a malheureusement manqué les petites premières minutes. Est-ce que vous allez nous l'envoyer par courriel?
Ce que j'explique tout à l'heure, oui, donc on demandait si on peut avoir si on allait avoir le PowerPoint par courriel. C'est pas ce PowerPoint-là qu'on vient de présenter, ça va être l'outil qui est déjà sur le site web du CREGES. Il est déjà disponible. Oui, ben la question c'était est-ce qu'on allait recevoir le PowerPoint, comme je dis, pas ce PowerPoint-là, parce que ça vous servira pas à grand-chose, on parle beaucoup dessus. Si on veut le présenter à nos collègues qui sont C'est ça. Donc, à ce moment-là, oui, ben, ce qu'il y a sur le web, justement, l'outil, il y a tous les morceaux nécessaires pour le présenter à vos collègues. Comme je vous dis, vous pouvez faire aussi le parallèle avec ce qu'il y a dans la politique, parce que normalement, vous êtes supposé avoir tous les éléments clés. Vous pouvez aller voir dans votre politique chaque élément clé, qu'est-ce qu'ils ont mis pour pouvoir l'écrire, ce qui est déjà prévu, puis voir les trous aussi à ce moment-là. On a deux questions maintenant. La première de Martin Lamour qui demande la formation du MSSS est supposée être prête, mais on n'a pas de nouvelles. Avez-vous des nouvelles? Donc, ben, c'est sûr que nous, on ne peut pas donner d'informations. Oui. La question, c'était est-ce que la formation du ministère est prête? Ce que je vous dirais, c'est que de toute façon, tous les établissements étaient présentement en train de développer la politique, OK? Et il y en a qui n'ont pas encore non plus remis leur politique, OK? Et pour que la formation soit efficace, c'est faut premièrement vous ayez des structures en place, OK? Parce que même si on vous forme quoi faire, mais les structures ne sont pas en place dans votre établissement, vous êtes pris. OK? Donc là, ça va être mis en place. Donc, les formations, on ne peut pas vous donner de date. Nous autres, on est impliqués dans le développement des formations parce que ça va dépendre du ministère. C'est en cours. On veut le sortir le plus vite possible, mais ça va être sur le web et c'est technique. Donc, il faut laisser aller ce projet-là. Mais comme je disais, ça ne donne rien de le sortir plus vite du fait qu'il faut que les structures soient mises en place pour que la formation fasse du sens et que vous soyez capable d'appliquer ce que vous allez voir dans la formation également. Donc, tout est comme dans l'ordre. Fait que oui, ça va s'en venir, mais on ne peut pas vous donner date. Le ministère, inquiétez-vous pas, la minute que c'est prêt, ils vont envoyer l'information et ça va être disponible. Il va rester à voir à ce moment-là qui l'a fait en premier, quand, et etc. à travers le temps. Là. Mais je peux vous dire qu'elle est bonne, c'est sûr qu'il l'a fait. Comme ça, on est satisfait. Si la personne refuse le consentement, c'est évident qu'il y a maltraitance. Alors, la question est, si la personne refuse, Le consentement, Donc elle ne consent pas. c'est évident qu'il y a maltraitance. On peut répéter. Donc, elle refuse le consentement, mais c'est évident qu'il y a de la maltraitance. Okay. alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est ça ce que la personne est en train de demander parce que je ne suis pas exactement claire de la question avant de la répondre. Oui, bien c'est ça. C'est que si la personne ne veut pas, elle refuse tout, mais c'est clair qu'il y a de la maltraitance. Alors voilà, ok, exactement, ça arrive souvent. Moi, je peux refuser d'avoir de l'intervention, je peux accepter de me faire abuser, c'est clair. On retourne toujours au même. Est-ce qu'on est dans une situation, par exemple, où il y a un risque sérieux, où on peut intervenir et rentrer à cause que, par exemple, si moi je vois quelqu'un qui est en train d'être menacé, quelque chose va arriver tout de suite, je peux appeler l'applaudissement, et là, tu n'as pas besoin du consentement. Je dis ça, mais on a toujours besoin d'un consentement, mais des fois, c'est pas obligatoire. Dans des situations d'urgence, où la vie de la personne est à risque, l'obligation n'est pas là d'avoir le consentement, on peut agir. Alors, c'est ça vraiment toujours, d'ailleurs, je pense, le plus grand défi à ce qu'on est là, et c'est là que la consultation devient très importante et que les faits sont très importants. C'est pour ça que c'est pas une question qu'on peut répondre facilement. C'est vraiment cas par cas, mais est-ce qu'on est là? Sinon, vous savez, je pense que c'est très important de voir le droit de vivre de la manière qu'on veut et on a des perceptions quand on voit des choses. Et c'est pour ça que très souvent, comment une personne vit la situation, je pensais un peu à Madame Leclerc, pour elle peut-être, elle habitait avec sa fille, toute sa fille, son comportement, c'est normal. C'est pas sérieux pour elle, c'est pas la fin du monde. Et alors des fois, c'est ça, on rentre dans la vie des autres à un moment qui... c'est un privilège de rentrer chez les gens. Il faut faire attention à comment s'auto-conditionner aux conclusions. Et le fait qu'ils sont encore là, ça veut dire qu'ils ont certaines forces. Rappelez-vous de ça aussi. Est-ce que les CIUS n'ont pas l'obligation d'afficher sur leur site web la politique? Oui. Et ils sont pas là? Ils sont pas là. Bon, oui. Donc, on se fait demander, est-ce que dans la loi, est-ce qu'ils sont obligés, les CIUS, d'afficher leur politique sur le site web? Dans la loi, c'est inscrit qu'ils sont obligés de l'afficher. Quand elle sera prête. Oui, oui, c'est ça. Donc, d'après l'information qu'on a, c'est pas tout le monde qui a fini. Puis, si je me souviens bien, je pense que principalement, c'est souvent dans l'intranet qu'ils l'ont mis.
c'est ça. OK. Alors, si vous voulez poser la question ici aussi au Centre-Ouest, parce que vous êtes là, OK? Ici, on a besoin que la politique soit dans les deux langues et on est en traduction. Alors, c'est ça ce que vous attendez, mais elle est prête, elle a été adoptée par le CA avant le 30 novembre. Oui. Alors, vous en faites pas, elle s'en vient, mais on a l'obligation de l'avoir disponible dans les deux langues. Elle est en traduction. C'est ça. Mais comme je dis, il y a d'autres CCCIUS que ça n'a pas été encore le cas, on n'a pas adopté encore par le CA, fait que c'est pour ça qu'ils sont pas là. C'est pour ça que je vous disais, c'est beau les formations, mais il faut que tout se place avant. Oui, 3 questions du web. Est-ce que l'étape de l'évaluation des besoins et des capacités de la personne implique nécessairement un travailleur social? Est-ce que l'étape d'évaluation des capacités de la personne implique obligatoirement une certaine sociale? La réponse que moi je vous donnerais, c'est oui. Et la raison de ça, comme j'ai dit, c'est toujours, on est en train de regarder les évaluations dans le contexte de la situation de maltraitance, dans le contexte relationnel. Qui a l'expertise au niveau des aspects relationnels? Je pense que c'est le travailleur social. Alors, mais c'est une des personnes. Oui, c'est ça. Okay. Mais je pense que c'est primordial dans les situations de maltraitance que le travail social soit impliqué. Et on se rappelle que l'usager peut-être refuse la travailleuse sociale. Oui, et c'est l'infirmière qui va faire des interventions. Ou l'ergo qui va faire des interventions. Mais elle doit être là parce que c'est elle qui a l'expertise par rapport à la gestion de la relation. Et des propositions de comment gérer les aspects psychosociaux. Pensez-vous que les modifications proposées dans le projet de loi 18 vont également modifier les politiques et la loi contre la maltraitance? Vous parlez du projet de loi du créateur public? C'est ça la 18? Oui. Je pense que c'est ça. C'est ça. Oui. On demande si le projet de loi 18, que c'est les modifications au niveau du curateur public, si je me trompe pas, est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Va affecter. Je pense que, premièrement, encore, un projet de loi, c'est un projet de loi. Jusqu'à temps que ça devienne une loi, ça a beaucoup de temps avant que ça change, mais je pense que, bien sûr, si le curateur public change ses façons de faire, bien sûr, ça va devoir être intégré dans les procédures. Parce qu'après tout, ils sont responsables pour la protection des personnes qui sont incapacitées. Donc, oui, mais c'est à suivre selon la loi qui va sortir officiellement. Donc, il faut attendre à ce moment-là. Mais oui, ça va être à regarder de près. Et je vous rappelle que tout ce qu'on fait, d'ailleurs, même au niveau de nos interventions et nos outils, on est toujours dans une amélioration continue. Alors, on doit toujours s'adapter à la réalité. C'est pour ça qu'on a des révisions et on aura des révisions à faire. J'ai vu une autre question. Oui. Il y avait une personne qui demandait peut-être dernière question. Oui, dernière question. Si la personne maltraitée refuse de donner son consentement, mais elle est clairement inapte. Alors, d'accord. Si la personne refuse son consentement, mais elle est clairement inapte, on se rappelle qu'on ne peut pas forcer une évaluation sur une personne, même si elle est inapte, parce qu'elle n'est pas inapte jusqu'à temps qu'elle soit déclarée inapte. Alors, encore, les mêmes règles s'appliquent. Est-ce qu'on est dans une situation où on doit demander une requête pour évaluation? C'est ça ce qui va faire la distinction. C'est ça qui est important, je pense. Ce que vous avez déjà en place, ou ce que vous connaissez est encore bon. Là. OK, comme tel. Le changement majeur, c'est vraiment le signalement obligatoire. Le reste, c'est ça, vous faisiez déjà cette partie-là. Donc, parlons de signalement obligatoire. Juste parce qu'on signale, ça ne veut pas dire que les gens vont travailler avec nous. Mais c'est une double imputabilité. L'histoire de la loi, ce qu'elle a assuré, c'est si le problème, c'est pas ton problème, c'est le problème du CIUS, et on va essayer tout ce qu'on peut pour amener les personnes à travailler avec nous, de les protéger dans la mesure du possible, et avec leur consentement. Alors, il y a des gens qui vont rester dans des situations de maltraitance et c'est par leur choix et on va les respecter. Mais on va être là si les choses changent ou si eux sont prêts à rentrer dans l'intervention. Signaler, mais le signalement obligatoire, on se rappelle, c'est déjà protégé. Alors, il y a des personnes qui sont sous curatelle, tutelle, il y a un niveau de protection. Alors, eux, ils sont déjà supposés être protégés et il y a des actions à faire. Eux, oui. Les personnes en centre d'hébergement, si c'est par rapport aux aspects dans le centre d'hébergement, on a une responsabilité. Le centre d'hébergement a une responsabilité. C'est pour ça que c'est les deux contextes obligatoires, parce que l'obligation est déjà là. J'irais avec l'idée de l'imputabilité CIUS. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul et que normalement, le CIUS, ils seront prêts à mettre des ressources autres pour
réussir à gérer la situation de maltraitance. Donc, ils sont responsables de mettre les choses en place. C'est une structure qui vous permet. OK? Donc, c'est plus juste l'intervenant qui est responsable du cas, là. C'est le CIUS au complet. OK? D'où l'importance, comme je dis, d'améliorer la structure et ils ont la responsabilité d'avoir la structure qui vous permet de faire la gestion au complet dans le continuum, là. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et eux, ils ont les pouvoirs de partenariat aussi, etc. C'est ça que ça change beaucoup à ce niveau-là. Donc, ça va être tout. Ça va être tout. Donc, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Pour votre patience, Merci pour votre votre temps.